Est-ce que la paix est possible? Ma réponse va peut-être vous surprendre. La paix, pour moi, est non seulement possible, elle est inévitable. La paix se fera, c'est ça que je viens de dire. Alors, on n'entend pas ça tous les jours. Il y en a, quand je dis ça, ils disent « Ah, la paix se fera », ben lui, il n'a pas vu le monde. Ben justement, c'est le contraire. J'ai vu le monde. Quand j'étais môme, j'avais un gros rêve, visiter tous les pays du monde et tous les territoires sans exception. C'est fait. Ça m'a pris plus de 50 ans. J'ai rien fait d'autre. J'ai carrément pris une vie sabbatique. Alors, en fait, ça s'est fait en 2 temps. Mon premier voyage a duré 18 ans sans rentrer à la maison. Pas rapide, le mec. Et je suis rentré à cause d'une dysenterie pas soignée. Je faisais le tour de ma taille avec mes doigts. Et la deuxième partie, j'étais en France. Et pendant 30 ans, chaque année, je partais 6, 7, 8 mois pour finaliser mon rêve. Donc de visiter tous les pays et tous les territoires. Il y a un gros problème dans le monde, c'est la communication. Et j'ai passé les... Moi, j'ai rien prévu. Tout s'est enchaîné malgré moi. Mais maintenant que je suis de retour, je peux raconter. J'ai passé les 7 premières années à apprendre des langues. Et dans différents pays d'Europe. Chaque fois, j'ai débarqué au hasard, sans travail, sans amis, sans argent, sans rien comprendre de la langue. Et j'ai fait de ce qu'on appelle des petits boulots. Et j'ai appris ainsi l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, plus mon français que je savais avant. Et ensuite, entre l'Espagne et l'Allemagne, oui, j'ai passé 2 ans au Congo. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire. Et il y avait la guerre d'Algérie. Alors j'ai préféré aller au Congo, je n'ai pas une vocation de passoire. Et après, je voulais apprendre le russe. Mais c'était l'époque de l'URSS. Et ils m'ont refusé le visa. C'est-à-dire qu'au paradis des travailleurs, ils ne voulaient pas un travailleur de plus. Ensuite, j'arrive au Canada en 1900... Je suis parti en 57. 17 ans, j'avais 10 francs en poche. J'ose plus parler des années 50 aux jeunes aujourd'hui. Ils me prennent carrément pour l'homme de Cro-Magnon. Je leur dis, les gars, on n'avait pas le téléphone à la maison. Ah bon? Ah, il y a pire, on n'avait pas la télé. Ah, comment vous faisiez? Il n'y avait pas d'avion en rédaction à l'époque. C'était des avions à hélice. Et celui qui prenait l'avion en 1955, c'était un riche. Il n'y avait pas les charters, les trucs de Bakou et tout ça. Le père du guide de routard venait à peine de naître. Bref, il n'y avait pas de renseignement. Il fallait un visa pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. C'était pas Schengen. Hein. Oui, j'arrive au Canada en 1965. Et là, je découvre un truc que je ne savais pas, c'est que on paye plus en Amérique du Nord qu'en Europe. Là, j'ai enfin compris que je pouvais économiser, parce qu'avant, je faisais des petits boulots, c'est surtout petite paye. Mais là, j'ai compris qu'enfin, je pouvais économiser pour réaliser mon rêve qui était derrière la tête, de voir le monde. Et avec 3 ans d'économie à Toronto, j'ai tenu les 6 dernières années des 18 ans sans travailler. De 67 à 73, j'ai donc visité le monde en dépensant mes économies au compte-gouttes, à l'époque, $1 par jour. Alors ce dollar, ça représentait à l'époque 2 hamburgers et un Coca-Cola. Voilà. Ou alors c'était l'achat de 2 petites bières, un paquet de cigarettes. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je préfère mettre dans le voyage. Alors ce dollar s'explique pour 2 raisons majeures. Il y en a une, je n'ai jamais payé pour le transport, j'ai tout fait en stop. 400 000 km en stop. C'est la distance de la Terre à la Lune. 300 000 avec ce pouce-là et 100 000 avec l'autre. Il y a des malins qui roulent à gauche. Il y a un tas d'expériences, et notamment j'avais été vivre dans les écoles de yoga en Inde. J'ai été chez les bons à Bangkok, chez les soi-disant coupeurs de tête à Bornéo. J'ai travaillé dans un kibbutz en Israël. J'ai même été visiter le fameux docteur Albert Schweitzer, le prix Nobel de la paix, à Lambaréné dans son hôpital du Gabon à l'époque. Tout ça pour connaître le monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand je suis arrivé, mais j'ai l'air très dangereux, l'annonce. Je me suis retrouvé 7 fois en prison. J'ai failli me faire flinguer une 12aine de fois.
Une fois, j'ai eu une baïonnette entre les deux yeux en Afghanistan, au pied des Bouddhas qui n'existent plus. J'ai été expulsé plusieurs fois. J'adore être expulsé, c'est gratos. Et je me suis posé la question, mais pourquoi faire tout ça? Oui. Ben, en fait, pour apprendre. Mais il y avait le rêve au départ, mais on ne tient pas une vie sur un rêve. Alors, il y a une curiosité d'esprit insatiable chez moi qui est toujours là, comme à 17 ans. Mais la vraie des vraies raisons est arrivée avec le voyage. Je suis né avant la guerre. Bon, pour les plus jeunes, c'est la deuxième. Merci. Et mes premiers souvenirs de la vie, c'est la guerre, mais pas la guerre à la télé. On n'avait pas la télé, on avait les Boches. Donc, vous savez, les souvenirs d'enfance, c'est comme un sac à dos intérieur pour chacun de nous, c'est pour toute la vie. Et par exemple, une fois, j'ai passé toute une nuit, enfant, debout sur mon lit quand ils ont bombardé Villeneuve-Saint-Georges pendant la guerre. J'ai eu très peur. Et j'avais un cauchemar récurrent quand j'étais jeune. Je me voyais devant un peloton de la Gestapo en train de me fusiller. Ça commençait bien. Donc, en fait, j'ai fait tout ça. Pourquoi ? J'ai voulu savoir, en fait, c'est pas un tour du monde que j'ai fait, un cercle comme ça zigzague dans tous les sens. J'aime mieux l'appeler un tour des hommes. Et j'ai voulu rencontrer les hommes du monde entier pour connaître les points communs, les différences, les cultures, et savoir une question essentielle aujourd'hui, est-ce que les hommes, un jour, vont être capables d'établir la paix? Quand je suis parti à 17 ans avec mes 10 balles en poche, je n'ai pas dit à papa, bon, et bisous, bisous, hein. Je reviens dans 18 ans, je vais voir si on peut faire la paix. Non, mais les choses se sont enchaînées comme ça. Aujourd'hui, franchement, il n'y a pas grand-chose qui porte à sourire. Il est dur d'imaginer la paix. Pourquoi ? On ne l'a jamais eu. Il est dur d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais eu. C'est comme quand vous regardez un bébé, si on ne savait pas la suite, il est difficile d'imaginer un adulte dans un bébé. Quand vous vous promenez dans la campagne, vous avez vu sur les ronces des chenilles. Bon, ben, quand on voit une chenille, c'est pas très ragoûtant. Hein. Oh, c'est plein de poils, de pattes, les gros yeux, la bière. Mais comment imaginer le beau papillon qui est dedans? On ne peut pas. Et donc, ce qu'on a vu jusqu'à date de l'histoire de l'humanité, c'est la chenille de l'humanité. Alors, j'avoue qu'il est très difficile, dans cette chenille de l'humanité d'avant, d'imaginer le beau papillon de la paix. Mais moi, je dis, s'il y a chenille, il y a papillon. Ouais. Pour ceux qui lisent les livres sacrés, c'est une promesse de Dieu. Hein. Il l'a promis, que ton règne arrive. Si la paix se fait jamais, il peut m'écouter, c'est un menteur. Voilà. Alors, il y a une chose qui a changé la face de l'homme, la face de l'histoire, là, et vous êtes au courant comme moi, c'est qu'il n'y a plus de distance. Pour la première fois dans son existence, la grande famille humaine se trouve reliée, réunie, interdépendante. Bref, on est tous dans le même bateau tout d'un coup. Eh bien, il va falloir en tenir compte. C'est plus le Moyen-Âge, on n'est plus à dos d'âne, chacun dans son coin. En fait, la Terre est devenue un seul pays, c'est le titre de mon premier livre et de mon film, La Terre n'est qu'un seul pays, c'est fait techniquement, mais le problème, ce n'est pas fait dans les esprits, parce que la technologie a éliminé les distances de façon si rapide que les mentalités n'ont pas suivi et personne n'est vraiment adapté à la nouvelle situation. Que les nations s'aiment ou pas, qu'elles veuillent ou pas, il faut qu'elles se mettent au diapason, ce n'est plus un choix. Il n'y a plus de recul, vous voyez ? La paix n'est plus un idéal, c'est devenu une nécessité. On peut peut-être comparer l'humanité à l'homme, dire que c'est l'homme collectif, et comparer à l'homme individu. Regardez, on n'arrive pas sur cette terre à l'état adulte. On passe par la période fétale, bébé, on est inconscient d'être l'adulte du futur. Ensuite arrive le temps des jouets. Il faut partager les jouets avec la petite sœur, et bang, ça commence. Einstein, il disait, les guerres sont la rougeole de l'humanité. Moi, je pense que les guerres, c'est peut-être les crises pubertaires de croissance. Pas très ragoûtantes, mais peut-être nécessaires au processus. Et il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, pour donner une image, pour faire comprendre ce qu'on vit aujourd'hui, moi, je pense que l'humanité arrive à ses 20 ans. C'est-à-dire, elle est en train de quitter sa période adolescente, irrationnelle, turbulente, où domine la loi du biscotto. Poing, poing. Et on entre tout doucement au seuil de la maturité. Ça ne veut pas dire que les problèmes vont disparaître, mais on va les traiter de façon adulte. Le problème, manque de chance, mort, comme naissance dans la vie, sont des choses accompagnées de douleur. Et nous, on est en plein dans le virage. Oui, il y en a qui me disent, mais la paix, c'est pas possible, on a toujours eu la guerre. Ah bon? Ben, il faut regarder, hein. Regardez l'Europe. Elle a fait la paix. Mais c'est miraculeux. Personne n'a l'air de le voir.
L'Europe a fait la paix. Moi, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Histoire. Bataille, 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 bataille. Traité. Ah ben oui, il faut souffler puis aiguiser les couteaux. Hein. Et bataille, 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 ça recommence. Eh bien voilà, c'est 30 nations qui ont réussi à établir la paix, qui n'ont plus de velléité de guerre entre elles. Donc on voit bien que ce n'est pas impossible. Il y a un cas extraordinaire là. Il ne faut pas oublier que les Européens se sont battus comme des chiffonniers, dont 2 guerres mondiales, c'est pas rien. Oui, c'est ça. Pour que la paix s'étende sur le monde entier, il y a des gros problèmes à régler, vous le savez comme moi. Moi, j'en vois 3 majeurs. Un, il faudra régler le problème économique. Je vais schématiser, mais tant que 20 pays surconsomment, dont le nôtre, et le reste crève de faim, il n'y aura pas la paix. Il faudra se mettre d'accord sur les frontières. Il ne s'agit pas de faire des frontières à la soviétique, avec des mines, des chars, des tanks, des tours de guet, comme ils voient eux, là, et des barbelés. Ils n'ont jamais vu les frontières autrement, avec du barbelé. Eux. Non, il s'agit de s'asseoir gentiment sur la table et de définir les zones administratives de chacun. Regardez le Kurdistan. Voilà un peuple qui est divisé entre 5 nations, qui s'amusent à les massacrer chacun leur tour. Aujourd'hui, c'est le tour de la Turquie. La troisième chose majeure qu'il faudra régler si on veut que la paix s'établisse, ça sera de mettre les grandes religions d'accord. Parce qu'elles divisent le monde. Il n'y a pas que les religions, la politique aussi d'ailleurs. Quand je parle de religion, j'aimerais quand même définir le mot, parce que ce qu'on entend dans les médias, quand on dit le mot religion, ce n'est pas la religion. Ils nous parlent du fatras des clergés, des abus des hommes, des crimes qui ont été commis. Non. Moi, je vois par religion le message de départ, l'appel aux valeurs. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la religion? C'est tout simplement un code de conduite qui est expliqué aux hommes par les grands éducateurs de l'humanité. Si vous regardez l'histoire, vous verrez qu'il y a eu toutes les grandes civilisations démarrées avec un éducateur, ce que certains appellent un prophète. Et c'est un code de conduite qui est expliqué aux hommes pour 3 buts, d'après ma compréhension à moi. Un, c'est permettre à l'individu de développer son potentiel de qualité et de vertu qu'il a à la naissance. Mais vous savez, le cœur de l'homme, c'est comme une bougie. Vous avez déjà vu une bougie? Ça ne s'allume pas tout seul, il faut un facteur extérieur. Et le cœur de l'homme ne peut s'embraser qu'avec un facteur extérieur. Et le seul facteur extérieur que j'ai vu dans l'histoire, c'est le message spirituel qui est révélé aux hommes d'époque en époque. Ce n'est pas les discours de Napoléon. C'est le deuxième, on est comme des moutons, on vit tous ensemble. Il faut des lois aussi pour pouvoir vivre ensemble. D'où les lois, pas tuer, pas voler, respecter les parents et tout ça, vous voyez? Et troisièmement, pour ceux qui veulent y croire, le but du message spirituel, c'est de préparer l'âme ou l'esprit de l'homme au monde suivant. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre pour la paix, justement, c'est que il n'y a qu'un seul livre d'instruction. Ce code de conduite, il n'y en a qu'un. C'est le même livre d'instruction pour tous les hommes. Il n'y en a qu'un, c'est la même source de savoir. Il n'y en a pas 36. Mais ce livre unique qui guide l'humanité depuis le début, il y a un seul livre, mais il y a beaucoup de chapitres. Vous voyez l'astuce? Au fur et à mesure qu'on progresse, un nouveau chapitre est apporté pour la nouvelle compréhension et les nouveaux besoins. Un seul livre, beaucoup de chapitres. C'est le même message, il n'y a qu'une religion, c'est ça que je veux dire, mais révélée progressivement, répétitive. L'éducation, ça consiste à dire 100 fois la même chose. Si vous avez des enfants, vous allez me comprendre. Bon, et les mômes. Voilà. Donc, un seul livre, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion, voilà ce que je veux dire. Donc, quand on va comprendre ça, ça va arrêter les bagarres entre les différentes croyances. Et si vous regardez, l'essence est commune, j'invente rien. La clé, justement, pour établir la paix, pour avoir la paix, c'est d'établir l'unité du genre humain. Il y a un vieux proverbe français qui dit « s'unir ou périr ». Eh bien, il est d'actualité, plus que jamais. Établir l'unité du genre humain, qu'est-ce qu'on fait, nous? Le contraire. On fait l'uniformité. Tout le monde au chewing-gum et au coca. Bravo. Non, l'unité consiste, c'est le contraire. Il s'agit de garder les différences, mais de les coordonner. Pour prendre une image, c'est comme un orchestre. Dans un orchestre, chaque instrument doit garder sa musique. Mais comme ils sont dans la même pièce, il faut trouver également le moyen de coordonner les différents sons pour obtenir l'harmonie. Alors vous allez me dire, il faut un sacré chef d'orchestre. Oui. Pour faire l'unité, il faut un point d'unité. Et dans le passé, on a vu que toutes les grandes civilisations avaient un point d'unité au départ. C'est les Christ, les Mahomet, les Bouddhas, les Zoroastres et compagnie. Vous voyez? Donc il faudra le chef d'orchestre. On entre dans l'ère du verso. Tout le monde sait ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, le verso? 2 choses principales. Une, c'est fraternité, et l'autre, invention. Côté invention, on ne va pas se plaindre. Depuis 2 siècles, c'est époustouflant. Mais côté fraternité, c'est en balbutiement.
Mais ça fait partie du signe, donc je pense que ça viendra. Si on veut construire la paix, si on veut construire une maison nouvelle, il faut des briques nouvelles, c'est-à-dire qu'il faut commencer par chacun de nous, il faut chacun avoir l'esprit universel pour pouvoir bâtir la paix. Et avoir un esprit de paix, il faut commencer par nous, parce que tout le monde veut que ça change à condition que les autres changent. Vous voyez ? Oui, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. La paix est en marche. C'est ça que j'ai vu. Et oui, c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias. C'est ça que j'ai vu, moi. Il y a une nouvelle race d'hommes qui est en train de naître, avec cet esprit universel et fraternel dont on a besoin, qui essaye d'appliquer un plan nouveau, parce qu'on n'a pas de... Il n'y a aucune structure aujourd'hui qui répond aux besoins du jour. Vous voyez ? Mais eux sont en train de développer ça, c'est-à-dire éliminer le pouvoir personnel, par exemple. Garder la liberté de l'individu sans gêner le bien-être de la société. L'égalité de l'homme et de la femme est nécessaire. Une fédération mondiale, vous voyez, tout ça qu'ils sont en train d'appliquer, ça se développe dans le monde, c'est ça que j'ai vu. Donc je pense qu'il y a un espoir. Alors je vais terminer là-dessus, il y en a qui disent, il est bien gentil lui là, mais il rêve, la paix va se faire. Ben non, je ne veux pas qu'on me prenne pour un utopiste, et je vais vous rejoindre tout de suite. La paix ne se fera pas par idéal, bon sens, intelligence, mais non, on marche sur la tête. La paix se fera, on va être coincé par les événements. Il va falloir une dernière fessée d'abord. Vous voyez ? Il va falloir prenons le mot, une catastrophe qui nous fera passer de la compétition mortelle de cow-boys d'aujourd'hui au partage et au dialogue qu'essaye d'instaurer l'Europe. Vous voyez ? Donc, regardez, le train, la loco aujourd'hui, elle n'a plus de chauffeur, elle n'a plus de frein. On va dans le mur. Ping ! Alors, il y a tout pour plaire aujourd'hui, chacun peut imaginer ce que ça peut être. Je n'ai pas de boule de cristal pour dire ni quand, ni quoi. Quand, je pense que quand même dans ce siècle, on va voir cette secousse, parce qu'on ne peut pas continuer éternellement comme on fait, la corde va casser. Et quoi ? À chacun de prendre ce qu'il veut. Moi, personnellement, je vais vous dire, je vais vous rassurer là, je n'exclus pas une troisième guerre mondiale. Et je vais terminer là-dessus. Je vais vous donner la citation d'un sage persan qui a vécu au XIXe siècle, et il dit « La gloire aujourd'hui n'est pas pour celui qui aime son pays, elle est pour celui qui aime le monde entier. » Merci.